Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait un petit vidéo podcast pour parler de Herbert Mead, George Herbert Mead. Et en fin de compte, vous allez finir le podcast, le vidéo podcast aujourd'hui, au moment où on commence à parler de l'étiquetage. Puis pour ça, dans l'étiquetage, vous allez sur le podcast pour vous faire expliquer ça, cette fois-ci sans image. Donc, j'ai mis mon petit PowerPoint en arrière. C'est le même que vous avez sur les notes. Donc, si vous voulez vous rejouer juste les bouts du PowerPoint après, vous n'avez pas besoin de regarder le film d'aujourd'hui au complet pour faire ça. Donc, aujourd'hui, George Herbert Mead. Qui c'est ça, ce bon vieux monsieur Mead-là, qui va vous faire suer peut-être un petit peu. C'est quelqu'un c'est de l'histoire ancienne un peu, hein, on s'entend. On parle du début du 20e siècle. Ça commence à faire un bon bout de temps, donc un siècle déjà. George Herbert Mead, l'intéressant là-dedans, c'est que c'est le fondateur de la socio-américaine. Hein? Cela dit, lui-même n'est pas un sociologue, c'est un philosophe. Et donc, il réfléchit à le fonctionnement de l'être humain dans son environnement. Hein? Et on a vu dans les cours précédents, on a vu toutes sortes d'autres théories. On a vu des théories. On commence à voir l'individualisme. On avait plein de théories qui datent de quand même un bon bout de temps. Durkheim, on a vu Marx, on a vu plein d'autres mondes qui se penchent là-dessus et qui disent il y a le social, puis il y a des forces sociales qui viennent modifier la façon dont on agit, entre autres, peut-être par des lois, des vraies lois écrites sur du papier, mais souvent des lois non écrites. Donc, il y a des codes non écrits de comportement qu'on essaie tant bien que mal de respecter si on veut que ça aille bien dans le groupe. Puis des fois qu'on se permet de ne pas respecter si on pense qu'on peut tirer notre avantage personnel. On a commencé les théories individualistes avec la théorie du choix rationnel qui, elle, date de encore bien plus loin que ça. Elle date de l'époque des Lumières, en 1700 quelques, et même avant ça, les gens parlaient déjà du choix rationnel et de l'être humain qui réfléchit avant de poser ses gestes, il réfléchit à ses coûts, à ses bénéfices, qu'est-ce qu'il va pouvoir tirer, comment il va pouvoir tirer avantage d'une situation pour augmenter ses avoirs, augmenter son pouvoir, etc. George Herbert Mead, il se pose encore la même question, parce que lui, clairement, il y a plein de monde qui se pose la question même aujourd'hui, parce qu'on n'est pas satisfait de ces réponses-là. On les a vues, les réponses de Durkheim, on a vu les réponses d'un tel, et fondamentalement, c'est comme ça nous laisse un peu sur notre faim. D'ailleurs, les réponses d'aujourd'hui vont vous laisser sur votre faim aussi. Hein. Malheureusement, on n'a pas la théorie, on n'est pas... En sciences physiques ou en chimie, c'est le fond, on a la théorie, puis là, à un moment donné, elle se fait attaquer, elle se fait jeter à terre, puis elle se fait remplacer entièrement par une autre théorie. Malheureusement, en criminaux, puis dans les sciences sociales en général, si vous en faites un peu, vous le savez très bien, les théories, c'est quand même assez rare qu'on réussisse à les évacuer complètement, puis à les changer, à les renouveler complètement, ou à en abandonner une, puis les changer pour une autre, c'est quand même assez rare. Bon, ça évolue, clairement. On voit que Merton a évolué en d'autres choses. Et vous allez voir que M. Mead, ici, va vous présenter certains concepts, certains outils pour travailler ça, mais qu'en fait, on va dire, ouais, OK, c'est pas pire, puis on va s'en aller avec ça, on va faire un petit bout, on va essayer d'ajuster ça, peut-être. Bon. En tant que criminel, c'est sûr, on va l'ajuster parce que George Herbert Mead, il ne parle pas de criminalité, lui, ça ne l'intéresse pas tant. Là. Lui, c'est une question bien plus large que ça, c'est un philosophe, etc., etc. Donc, la question de savoir ici, en fait, il y a deux choses qu'il faut savoir. Un, les concepts de base de Mead, surtout sur les symboles, parce que ça va nous revenir d'en face dans les prochains cours. Et deux, juste une petite question historique qui est quand même fun. Donc, c'est qui George Herbert Mead? Il est à l'Université de Chicago. Et il donne des cours de philo. Dans son cours, il y a un paquet de sociologues, donc des gens qui, en fait, sont dans le département de sociaux juste à côté, mais qui viennent suivre ces cours parce que, justement, la théorie sociologique n'est pas si développée que ça. Puis ce qu'il y a, ça les satisfait pas tant. Il y en a qui aiment bien Durkheim, etc. Mais ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'individus là-dedans. Durkheim, c'est des forces sociales qui viennent manipuler les gens. On est des marionnettes avec des cordes, puis on répond à ça. Puis on a l'impression de réfléchir, on a l'impression de prendre des décisions, mais en fin de compte, c'est vraiment la société qui décide pour nous. Puis après ça, nous, on se conforme. On se conforme pas des fois, mais quand on ne se conforme pas, c'est parce qu'il y a d'autres pressions sociales qui sont venues nous obliger à ne pas nous conformer. Donc, les gars à Chicago, ça, je trouve ça un peu trop
un peu trop, disons, neutre, un peu trop général, un peu trop impersonnel. Comment ça se fait? Vous savez, les Américains, eux autres, ils aiment ça être, ils aiment ça être le boss, ils aiment ça. Ils aiment ça quand l'individu a un rôle à jouer. Bon, en même temps, les théories du purement individualiste, où la personne est rationnelle, elle calcule, ben ça colle pas vraiment au fait non plus. Donc, ils vont aller voir George Herbert Mead, parce que lui, il a l'air d'avoir des choses qu'il dit qui sont intéressantes. Ben, là, ça, la première chose qu'il dit. Premièrement, oui, on vit dans le monde, puis on en fait l'expérience, donc c'est pas juste dans notre tête, là. Mais ce qu'on voit autour de nous, c'est des symboles. Ben, c'est super important. C'est quoi un symbole? Ben, un symbole, c'est quelque chose qui représente autre chose. C'est juste ça. C'est quand il y a un message dans quelque chose. Quand il y a un message dans quelque chose, on dit, ben là, il y a un contenu symbolique. Par exemple, l'affiche ici. Ça, c'est une pub de Taser International. Je pense qu'elle n'existe plus maintenant, mais en tout cas, c'est une pub qui veut vous vendre de l'équipement. Le Taser X26, en fait, c'est un ancien modèle, donc ça existe certainement plus. Mais vous allez sur la compagnie Taser, qui s'appelle maintenant, ça a changé de nom, de toute façon, c'est plus que Taser International, c'est autre chose. Mais on vend encore ce matériel-là, évidemment. Et vous allez voir un peu la même genre d'image. Là, on voit une image. Hey, c'est supposé être des policiers, ça dit police, bien, wow, ils ont l'air de Robocop. Ils ont l'air peut-être des militaires, c'est hautement militarisé. C'est hautement techno en plus. Il y a un micro ici, ils ont plein de fils, des antennes, des bébelles on ne sait pas trop c'est quoi, mais on voit que wow, oui, c'est techno. Là. Le casque, pas un casque ordinaire, là, des Gugus avaient pris après. Bon, qu'est-ce qu'on essaie de nous envoyer comme message ici? On a mis des symboles. Bon, ben, c'est une police hyper équipée, hyper professionnalisée, et qui évolue dans un monde dangereux, parce que gars, ils sont tous habillés en armure, sont padés partout. Wow, c'est dangereux, là. Vous êtes dans un monde dangereux, vous avez besoin de nos tasers. Donc, le symbole, super important, le symbole, c'est partout. Hein. Et on fait l'expérience du monde, puis on ne s'aperçoit pas qu'il y a des symboles là-dedans. On voit à travers l'habillement des autres, à travers leurs agissements, etc., etc. Il y a des choses qui sont communiquées, plus ou moins consciemment, mais il y a des gens qui trouvent le truc, comme les publicitaires, évidemment, ici, qui trouvent le truc pour utiliser ces symboles-là, pour nous manipuler, pour nous faire prendre des décisions, pour nous pousser dans un sens ou dans l'autre, pour donner une impression particulière de qu'est-ce que c'est, dans ce cas-ci, le Taser X26. Donc, et si on se penche sur la criminalité, ben ça rapporte avec c'est pas la criminalité, mais ça rapporte, c'est la police. Si on se penche sur la criminalité, le côté crime de la criminologie, ben on va voir que dans le crime, il y a du symbole aussi. Quand on parle de criminalité, on parle de toutes sortes d'autres choses. Et donc, il y a des communications symboliques qui se produisent là. Mais ils disent, ben ça, c'est super important parce que, dans le fond, oui, c'est vrai qu'on vit dans le monde, on est des individus, on n'est pas juste manipulé par le monde, mais en même temps, c'est pas vrai, ça n'a pas de bon sens vraiment de dire qu'on fait une expérience objective, microscopique, scientifique de la réalité. C'est clairement pas le cas. Même les scientifiques ont la difficulté à faire de l'expérience scientifique de la réalité. C'est pas la personne ordinaire qui fait juste avec ses yeux et ses oreilles puis son bagage de connaissances minimales, qui va être capable de comprendre la vraie réalité, voir la structure moléculaire des chaises. Hein? Bon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour l'individu, c'est qu'est-ce que ça signifie pour moi, ça? Qu'est-ce que je peux faire dans cette pièce-ci? Quand je vois des gens qui sont devant moi, qu'est-ce que je devrais adopter comme comportement? À quoi je peux m'attendre de la part de ces autres personnes-là comme comportement? Et comment je fais pour découvrir ça? Je n'ai pas une boule de cristal, je n'ai pas des instruments scientifiques, j'ai ma tête. Dans ma tête, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux choses. Mais Didi, il y a deux choses. L'aspect symbolique, ok, on va juste finir là-dessus. L'aspect symbolique, là, ça n'est un crime. Un gros. Le 11 septembre 2001, les tours qui s'écroulent. Les personnes choisissent de porter des symboles. Ben lui, c'est pas par hasard qu'il met les couleurs des Hells Angels de l'Ontario. C'est parce qu'il veut nous envoyer un message avec ça. Pas juste un message de « je suis un Hells Angels », mais un message sur quel est son pouvoir dans la société, c'est quoi sa place dans la société, c'est quoi notre place à nous autres, selon lui, dans la société. Et donc, il y a plein de messages pour nous dans ça. Et c'est pas tous des messages qui sont nécessairement décodables immédiatement comme ça. Mais c'est des messages qui sont là pareil. Et donc, c'est super important de bien comprendre ça. Bon, donc, la connaissance
de ce qu'on connaît, la connaissance de notre monde autour de nous. Et donc, c'est le résultat d'un dialogue. C'est un dialogue entre nous puis le monde. Nous autres, on projette des symboles aussi, on s'habille d'une certaine manière, on agit d'une certaine manière, on achète certains objets puis pas d'autres, on fait exprès pour consommer certaines choses. Quand on consomme ces choses-là, puis on se les fait vendre pour le symbole aussi. Quand on se fait vendre un véhicule utilitaire sport, on ne se fait pas vendre 4 roues avec un moteur dessus, on se fait vendre l'aventure, la sécurité, le côté sport, etc. Et c'est ça qu'on achète, et c'est ça qu'on veut projeter dans le monde quand on va se promener avec notre véhicule utilitaire sport sur l'autoroute. Et donc, dialogique, et là, donc, on est dans un échange. C'est aussi remarquer là, le côté un peu constant, le dialogue, il n'est jamais terminé. Hein? On n'a jamais fini d'apprendre au sujet du monde. Le dialogue, il continue d'une minute à l'autre, puis d'une journée à l'autre, puis notre perception de la réalité et la perception que les autres ont de nous, ben, ça évolue dans le temps. Ça peut ne pas évoluer, mais ça peut évoluer très, très rapidement, tout dépendant du contexte et de cette fameuse interaction-là. On revenait beaucoup sur le mot interaction parce que, après tout, c'est l'interactionnisme symbolique qui nous intéresse. Donc, parce que, qu'est-ce que dit? Mais il dit la personne humaine, en fin de compte. Ça a comme deux parties. Ça, c'est pas si important que ça, mais je veux juste qu'on voie un peu la théorie jusqu'au bout. Là. Le côté je, ça c'est le côté rationnel, typique. Le côté qui analyse, qui perçoit le monde, qui entend, qui voit, bon, qui sent, etc. Et qui analyse ça. Et qui se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je. Bon. Et après ça, qui prend des décisions. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je veux cet objet-là, je veux me déplacer par ici, je veux avoir le contrôle de la pièce, je ne veux pas avoir le contrôle de la pièce, je veux me faire oublier, etc. Le jeu, il choisit ça. Mais il choisit ça basé sur quoi? C'est là qui est important, parce que si on s'arrête là, on aurait comme une espèce de théorie du choix rationnel. On rajoute ça. Ça, c'est super important. Le moi, c'est le dictionnaire. Je simplifie à l'extrême, vous comprenez? Mais c'est le dictionnaire. C'est tout ce qu'on a appris. Un dictionnaire très imparfait, dans lequel on rajoute des pages chaque jour. Mais c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est hautement symbolique, c'est des impressions, c'est hautement subjectif. C'est ce qu'on a vu dans le passé, et c'est avec ça qu'on va interpréter ce dont on est en train de faire l'expérience. Donc, les détails de ça ne sont pas si importants. Ce qu'il faut se souvenir, définitivement, ce côté-là, dialogique, continu, est basé sur un échange de symboles. Pas pour rien que ça va s'appeler l'interactionnisme symbolique. Mead n'a jamais appelé ça comme ça, là, mais le mot s'en vient. Le mot est vraiment, il s'en vient vraiment proche à l'histoire de la sociologie. Donc, actif, immédiat, créatif, c'est lui qui prend les décisions, qui est présent dans le monde, qui en fait l'expérience. Le moi, la mémoire, les attitudes. La mémoire, c'est quoi? C'est ce qu'on comprend ce que les autres ont eu comme attitude face à nous. Ça comprend toutes ces interactions-là qu'on a eues, parce que c'est pas juste les attitudes des autres. Les attitudes des autres sont modifiées parce que moi, j'ai eu comme réaction à ce que les autres ont dit, fait, etc. Donc, tout ça, c'est dialogique, ça, c'est très important. Puis, ça comprend la conception de nous-mêmes. C'est pas vrai, selon Mead, et selon plein de gens qui ont suivi, c'est pas vrai qu'on est avec une connaissance de soi. On est bien placé pour se connaître, hein, on est dedans. Mais, c'est pas vrai qu'on se connaît si bien que ça. Et des fois, on se surprend par nos propres réactions dans des situations qui sont hors de l'ordinaire. Situations ordinaires, auxquelles on a déjà fait face 1 million de fois, on ne se surprend pas d'un bien de notre réaction. Oh, oui, j'ai pensé telle chose. Ou j'ai eu telle impression parce que j'ai vu comment est-ce que le cab il conduisait sur l'autoroute, son fameux véhicule utilitaire sport, tantôt, etc. Et donc, ça, bien pour ça, dans une situation inusitée, surtout une situation criminelle, parce que la criminalité, c'est pas tous les jours, on n'est pas confronté à ça tous les jours, là, c'est super rare. Heureusement, tant mieux. Au Canada, criminalité, super rare. Donc, notre risque de victimisation est très bas. Les chances que quelqu'un à qui vous parlez, puis que vous-même ayez été victimisé de façon criminelle dans un passé pas trop lointain non plus, il faut quand même s'en souvenir un peu. Mais les gens sont super basses.
Et donc, ce que vous faites comme perception de vous, c'est que vous dites, ben, moi, s'il arrivait telle situation criminelle, je ferais telle chose. Si quelqu'un essayait de m'agresser, je ferais ça. Si quelqu'un essayait de me voler telle affaire, ben là, je pense que je ferais ça. Basé sur quoi, ça? Ça m'est jamais arrivé encore. C'est basé sur ce que je pense que je suis peut-être capable de faire, puis ce que je pense que peut-être la situation aurait l'air de. C'est une super belle phrase. Et c'est basé sur des films Hollywood que j'ai vus. Des fois un peu trop. Mais quand l'affaire va arriver pour vrai, il y a bien des victimes qui vont vous dire, ben là, bon, j'étais comme, non, j'ai bien raide. Je ne savais pas quoi faire. C'est comme, il est trop tard, c'est fini. Donc, on en apprend. Et là, on apprend quelque chose sur soi. On en apprend en faisant cette expérience-là. L'expérience de ce qui arrive, ben, ça nous aide à faire l'expérience de nous-mêmes. Une couche de connaissance de nous-mêmes de plus. Donc, le nous-mêmes, il fait partie de ce qu'on est en train d'essayer d'interpréter et de comprendre. C'est super important. Et ça va être vrai dans toutes les théories qui s'en viennent, surtout les théories de l'étiquetage. Quand vous allez voir le podcast, si vous voulez regarder dans le désordre, pas grave, ça fait très bien quand même. Vous allez voir dans le podcast, sur l'étiquetage, que le jeune qui subit l'étiquetage, si on veut, il se transforme lui-même. Il vient qu'à se comprendre lui-même selon l'étiquette qu'on a apposée. Et il se transforme pour se conformer à cette étiquette-là. Pourquoi? Parce qu'il ne se comprend pas lui-même. C'est un jeune, on est à la recherche de soi-même, on est à la recherche de notre identité, etc. Et justement, là, on se fait donner des outils, pas des très bons outils, malheureusement, des outils qui vont avoir des conséquences néfastes, mais on se fait donner des outils pour se comprendre nous-mêmes. Alors, quand on est vraiment perdu, puis on n'a pas d'autre chose, ben, on se comprend avec ça. Puis on devient délinquant. Et donc, ce que George Herbert Mead met en place là, ça va avoir une répercussion super importante sur les théories purement, ça c'est pas de la criminologie, mais sur les théories purement criminologiques qu'on va voir plus tard, en particulier les théories de l'étiquetage. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sociologie de l'esprit. On est capable de faire une sociologie de l'esprit. On peut essayer de comprendre la personne individuelle, pas les personnes en général, la personne individuelle à partir de ses interactions sociales. Et ça devient la sociologie de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Première chose, tout contrôle social. Quoi le contrôle social? Pas juste la police, on a parlé déjà de ça. Le contrôle social, c'est tout ce qui s'impose à vous comme étant la façon de faire. Vous pouvez tenter d'y échapper, mais c'est rare qu'on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'on est, à moins d'être né et élevé sur une île déserte, puis d'être tout soudainement catapulté dans un espace urbain, on est né dans l'espace urbain et on a vécu là, on a eu des contacts avec nos pères, etc. On sait ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc., selon le groupe. Ça, c'est le contrôle social. Et là, même si on décide de se soustraire à ce qu'on pense qui est une prescription du contrôle social, donc ne vole pas, on décide de se soustraire à ça puis de voler pareil, ben, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on n'est pas supposé de voler, c'est parce qu'on a décidé de se donner une permission spéciale. On va voir qu'est-ce que d'autres criminologues ont dit à ce sujet-là, d'autres criminologues qui ont posé des questions à des jeunes, qui ont dit, ben, toi, est-ce que tu penses que c'est bien de voler? Puis, big surprise, les jeunes ils disent, ah non, c'est pas bien de voler. Ben là, toi, pourquoi de voler? Ben, là, il y a toutes sortes de raisons. Mais bon, bref. Donc, le contrôle social, c'est dans le moi, ça. C'est ce qu'on se souvient. C'est imposé par les interactions symboliques. La réflexion, quand on réfléchit à nos choses, quand on prend une décision, est-ce que c'est vraiment un choix rationnel? Ben, c'est rationnel au sens où la machine a fait puis elle a rationalisé tout ça. Mais, c'est quoi qu'elle mélange comme ingrédient à la machine? Ben, les ingrédients qui sont là-dedans, c'est le résultat d'interactions symboliques. C'est ce qui est dans le moi. Donc, c'est notre interprétation subjective basée sur notre apprentissage des symboles. Et c'est ça qui est l'ingrédient de notre réflexion. Donc, le résultat, même si on est la personne la plus intelligente du monde, est-ce que le résultat est rationnel au sens objectif? Ben, probablement pas, puisqu'on ne part pas avec ces ingrédients-là, on part avec d'autres ingrédients. L'identité, passé, action, produit du contexte social. Comment ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Votre identité, votre personne,
Selon cette théorie-là, évidemment, c'est pas toutes les théories qui disent ça, mais selon cette théorie-là, votre personne, ça n'existe pas à la naissance. Ça se crée. Ça continue de se créer. Et c'est pas du Freud non plus, hein, où on remplit du... Freud, tu peux même à la mode aujourd'hui, mais il y a quand même... Ça a laissé tellement de traces sur l'imagination populaire qu'on a plein de concepts, plein de mots, en fait, qui viennent de la psychologie, de la psychanalyse freudienne. Mais l'idée qu'on remplit un subconscient de choses, puis c'est ce subconscient-là qui est vraiment en nous. Ça influence notre façon de penser. C'est pas du tout ça le problème ici. Le problème n'est pas posé de cette façon-là du tout. Le problème, c'est la façon dont on réfléchit aux choses. C'est une façon de mesurer des choses, et la manière qu'on les mesure, ben, c'est une manière apprise. Et ça veut aussi dire que, contrairement à la psychanalyse, ça continue de s'apprendre tout au long de la vie. Ça n'arrête pas à l'orée de l'adolescence. C'est quoi l'école de Chicago? C'est une école qui va suivre, disons, les pensées de Mead. On a développé ça beaucoup. Mead n'a pas fait de sociologie. Il n'est pas intéressé à une question sociale en particulier. Donc, les théoriciens de Chicago, eux autres, ils vont s'intéresser à plein de choses. Mais il y en a un bon paquet qui vont s'intéresser à la déviance et à la criminalité. Ça, c'est intéressant pour nous parce que c'est plus clairement dans notre sphère de compétence, si on veut, ou d'intérêt. Donc, dans l'école de Chicago, on va avoir un paquet de monde qui vont dire, ben, je pense que pour faire de la sociologie, pour comprendre le social, pour comprendre l'être humain dans son univers social, il va falloir faire du terrain. Il va falloir aller voir comment l'être humain, justement, il interagit avec cet univers. On ne peut pas faire comme Durkheim, et rester dans notre bureau à l'université, puis demander à Statistique Canada, ou aller sur le site de Statistique Canada, mais clairement, dans le temps de Durkheim, les sites, il n'y en avait pas, se faire renvoyer par la poste, dans le cas de Durkheim, ou d'aller cliquer sur un site web de Statistique Canada, dans notre cas aujourd'hui, d'obtenir un énorme paquet de statistiques, de mettre ça dans un logiciel d'analyse statistique, puis là, de faire l'analyse statistique. Bien beau, ça, mais ça ne me dit pas quelle est l'expérience que les gens font de la réalité. Et donc, c'est les premiers à l'école de Chicago qui m'ont dit, mais oui, mais on va y aller d'abord. Si on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans tel groupe social, ou dans tel genre d'établissement, ou dans tel genre dans tel lieu géographique particulier, ben, on va y aller. Et il y a Robert Park, qui est un des premiers chercheurs de l'école de Chicago. Lui, c'est un journaliste, c'est comme un peu naturel pour lui aussi, mais le journaliste, c'est ça qu'il fait, il sort. Bon, la différence, évidemment, que le journaliste, il va aller juste rapido regarder quelque chose, il ne part pas avec une théorie, il n'essaie pas de trouver une théorie, il n'essaie pas de prouver une théorie non plus. Donc, c'est pas la même démarche, mais disons que l'idée d'aller sur le terrain, poser des questions aux gens, regarder ce qui se passe, c'est quand même quelque chose à quoi il est un peu habitué. Donc, c'est pas complètement étranger, il arrive dans l'école de Chicago, puis il dit, ben oui, très bonne idée, allons voir sur le terrain. Donc, il va commencer à envoyer ses étudiants dehors pour faire leur recherche. Allez-y, allez voir, allez prendre des notes, allez prendre des photos. Il y a des photos, on ne peut pas prendre de vidéos, ça n'existe pas. Mais allez prendre des photos et vous allez commencer à apprendre, à comprendre cette expérience individuelle-là. On va vous faire comprendre les relations sociales. Et il va falloir que vous soyez à l'affût du symbolique. Quels sont les messages que les gens... Comment ils communiquent les uns avec les autres? Pas juste communiquer de façon officielle, comme là maintenant, je suis en train de vous parler, donc de communiquer avec vous. Mais ma chemise communique quelque chose. Le PowerPoint, où j'ai choisi de me placer avec une grosse télé en arrière, ça communique quelque chose, ça. Okay? Le PowerPoint communique du blabla qui est écrit dessus, là. Mais le setting que j'ai choisi, l'éclairage, tout ça, ça communique quelque chose aussi. Donc, sans trop se poser de questions, faire des grosses analyses de tout ce qu'on voit, il y a quand même un contenu comme assez évident sur lesquels les gens sont en train d'échanger pour essayer de comprendre ce qui se passe, puis tirer leur épingle du jeu dans les relations sociales habituelles. Donc, méthodologiquement, comme je l'ai dit, il faut aller voir les sujets, il faut écouter, puis pas juste prendre en note, ben il a dit telle chose. Non, prendre en note vraiment comment il l'a dit. Parce que comment il l'a dit, quel mot il a utilisé, quelle image, quelle comparaison il a fait, puis comment l'autre a compris ça, puis qu'est-ce qu'il a répondu, puis comment
vraiment quel mot il a utilisé. Pas juste, ouais, il a dit ça, il a dit ça. Comme un journaliste va probablement, bon, des fois, il essaie de faire du verbatim, mais souvent, c'est juste, bon, ben, un tel a dit telle chose, l'information est rapportée dans ses propres mots. Et là, il ne faut pas que tu rapportes dans tes propres mots, parce que la façon dont la personne parle, les images qu'elle utilise, le langage, les métaphores qui sont dans ses phrases, mais ça devient le sujet. Donc, si tu es en train de recracher ça dans tes propres mots, ben, tu viens de manquer le bateau complètement. Entrevue, observation sur le terrain, c'est ce que j'ai dit tantôt. Donc, la méthode qu'on utilise maintenant dans les sciences sociales, pas toujours, évidemment, on utilise aussi les méthodes, on utilise encore les méthodes statistiques, bien sûr, mais on va y aller sur le. Ça, c'est le parc Émilie-Gamelin, là, très connu à Montréal. On va y aller voir ce qui se passe sur le parc Améliorien. Il y a des gens là, il y a 2 autos de police, puis là, on essaie de voir comment les gens interagissent les uns avec les autres. Ici, on fait un focus group, on demande à plein de gens de discuter, un groupe de discussion. On demande aux gens d'échanger sur un sujet pour voir comment ils se parlent les uns avec les autres. Évidemment, des entrevues, c'est bien évident quand on fait une entrevue. Mais pourquoi est-ce que dans une entrevue en sciences sociales, on fait après ça un verbatim complet? 90 minutes d'entrevue, 90 minutes de verbatim. 90 minutes de verbatim, ça fait à peu près, c'est pas parce que c'est pas parce que les chercheurs en sciences sociales aiment faire ça, parce que 90 minutes d'entrevue, ça fait à peu près 10 heures à taper. Après, à taper les verbatim. C'est vraiment la job la plus plate au monde. Pourquoi on le fait pareil? Parce qu'on accorde de l'importance à ce qui a vraiment été dit mot à mot. C'est tellement plus simple de faire un résumé de ce que les personnes ont dit. Donc, prenons un exemple. Ben, il y en a plein, là. Mais l'exemple, par excellence, un des premiers qui va être associé à l'École de Chicago, même s'il est quand même un peu éloigné de l'École de Chicago, c'est le fameux Sutherland, Edwin Sutherland, qui va nous parler de l'association différentielle. Donc, selon Sutherland, un délinquant, peut-être que ça ne vous surprend pas, vous, mais dans ce temps-là, c'était quand même assez spécial de dire ça. Un délinquant, c'est pas une personne délinquante. C'est pas une personne qui est née avec le mauvais ADN, les mauvais gènes, la mauvaise hérédité. Puis malheureusement, ben, il y a des tendances criminelles. Il y a plein de gens qui pensent ça à cette époque-là. Surtout ceux qui ont une approche plus psychologique, qui essaient de trouver quels sont les traits particuliers qui font qu'une personne va devenir un criminel ou une criminelle. Ils n'en trouvent pas bien. Même aujourd'hui, on n'en trouve pas tant. Parce que finalement, c'est pas si génétique que ça, puis c'est pas si mécanique que ça. Ça a beaucoup rapport avec la personne dans son milieu. Et c'est l'approche que Edwin Sutherland va prendre. Il dit, la délinquance ou le comportement délinquant, c'est quelque chose qui est appris. Donc on apprend ça. On peut l'apprendre pas mal tôt. On peut l'apprendre assez au début de l'adolescence. Ça c'est sûr. On ne dit pas qu'on apprend ça, puis ça prend des années avant de devenir un délinquant. Il dit que c'est un comportement qui est appris. Deuxième chose super importante, je ne sais pas si je les ai toutes mis, je ne vois pas. Deuxième chose qui était super importante, c'est appris au contact de d'autres personnes. Pas appris sur Internet. Internet, non, ça n'existe pas dans le temps de Sutherland. Mais c'est sûr que si on a un moyen magique de réveiller Sutherland, puis d'y expliquer c'est quoi l'Internet, puis d'y demander après, est-ce que tu penses que l'Internet pourrait causer la criminalité? Il va dire non. D'ailleurs, la télé, il avait déjà dit non. Ça commence à ressembler, c'est la technologie qu'il y avait dans ce temps-là. Il dit c'est au contact. Ça prend le contact. Il y a une certaine imitation là-dedans. Il y a mais il y a certainement une interaction symbolique qui se passe entre des personnes qui sont dans un groupe de délinquants. Alors, le jeune qui se joint à un groupe de délinquants, il ne se joint pas à un groupe de délinquants parce qu'il est délinquant et il trouve qu'il est à sa place dans ce groupe-là. Il se joint à un groupe de délinquants pour toutes sortes d'autres raisons. Peut-être qu'il a besoin de protection dans son quartier. Peut-être que son frère est dans le groupe déjà. Peut-être que ça y tente, parce qu'il voit que les membres du groupe se promènent avec les derniers téléphones, les autos. Il dit, ben moi aussi j'aimerais ça avoir ça. Et là, il va dire, ben, si je joins un groupe, peut-être que je vais bénéficier
de l'argent, de la richesse. Je vais pouvoir me procurer ces choses-là aussi parce que je vais faire partie du groupe. Parce qu'il y a tout un paquet de raisons. Mais c'est pas parce qu'il est déjà criminel, puis il a déjà fait des petits larcins, puis il est déjà. Puis là, d'un coup, il dit: ah, enfin, mes frères d'armes. Donc, on ne sait pas qui se ressemble, ça semble. Okay? Ça, c'est un dicton bien connu, mais qui a déjà régné pas mal en criminologie. Il faut que la personne se rende dans un groupe, et c'est dans le groupe qu'elle apprend. C'est pour ça que ça s'appelle association différentielle. Donc, c'est de s'associer avec des gens qui sont différents de nous. Puis après ça, on apprend à être comme eux. On apprend des définitions. On n'apprend pas des trucs. C'est sûr qu'on apprend des trucs. C'est sûr qu'on apprend comment voler une auto. Ou comment se procurer illégalement tel objet ou tel objet. Ou comment faire fonctionner un réseau de prostitution. On ne sait pas ça. On n'est pas né avec cette connaissance-là. On apprend ces trucs-là. On apprend le pratico-pratique de la job de délinquant. Ça, c'est sûr. Mais, selon Sutherland, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'en apprenant ces trucs-là, on apprend aussi que c'est une bonne idée. On apprend que ce sont des opportunités de tirer notre épingle du jeu. Ces choses-là on peut les exploiter. Il y a ici une opportunité. Il y a un marché de la drogue, le marché des cigarettes illégales, le marché de l'alcool illégal, le marché de la prostitution, un marché des... peu importe. Et que ça, tout le monde le sait qu'il y a un marché des cigarettes illégales. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train d'essayer d'en vendre? Ben, parce que moi, je ne trouve pas que c'est une opportunité qu'elle a eue. Mais la personne qui a appris que ça, ouais, ça, c'est une bonne chose à faire. C'est une bonne opportunité. C'est lui qui va devenir délinquant. Là, après ça, apprendre comment on fait vraiment pour importer des cigarettes illégales, puis après ça, les distribuer. Ça, c'est sûr, il va apprendre ça aussi, clairement. S'il apprend pas ça, il ne pourra pas le faire. Mais le plus important, c'est quand il a décidé d'adopter la personnalité, donc la perception, la définition que les personnes ont de la réalité, puis des actions qu'ils vont poser. Au contact de père délinquant. C'est ça que j'ai dit. Donc, c'est ça qui est super important à comprendre, qu'effectivement, on rentre dans un groupe de délinquants et on se conforme à ça. Ou on ne se conforme pas. Il y en a qui rentrent dans le groupe pour toutes sortes de raisons dont j'ai parlé tantôt. Puis après ça, ils disent, bah, peut-être pas pour moi ce genre d'activité-là, parce que moi, je trouve pas que c'est une bonne idée d'agresser les gens qui ne veulent pas nous payer. Puis, bon, moi, je suis pas à l'aise. Donc, ils abandonnent le groupe. L'immense majorité des délinquants abandonnent la délinquance, hein, pour une foule de raisons. Mais il y en a qui, finalement, ils n'apprennent pas ces définitions-là. Ils n'apprennent pas. Ils ont d'autres définitions, parce qu'on ne fait pas juste l'expérience d'un groupe de pères délinquants dans le monde. Hein? On fait l'expérience de nos parents, on fait l'expérience de d'autres pères non délinquants à l'école, etc., etc. Et puis ces choses-là sont en concurrence les unes avec les autres. Et finalement, si on a tout un paquet d'autres ensembles de définitions, ou si on veut, de perception de la réalité, dans lesquelles commettre des crimes, faire partie d'une gang, etc., ben, c'est pas une bonne idée. Ben, peut-être que si ces définitions-là sont prépondérantes, si on est plus souvent avec ces groupes-là, si on est en interaction plus intense avec ces groupes-là qu'avec le groupe de pères délinquants, ben, il est fort possible qu'on ne soit pas délinquants. On va abandonner le père, on va y aller de moins en moins souvent, on va fréquenter de moins en moins souvent les membres de ce groupe-là. Et donc, éventuellement, on n'en fera plus partie, tout simplement. Donc, il faut vraiment bien comprendre que l'interaction dans le groupe de pères délinquants qui nous apprend cette nouvelle réalité-là, il faut qu'elle soit relativement intense. Il ne faut pas qu'elle ait trop de concurrence avec d'autres groupes. Là, la personne va commencer à apprendre vraiment, à travers l'association différentielle, quels sont les buts, les désirs, les opportunités d'un criminel. On va apprendre aussi les trucs. Mais les trucs, comme Solomon me dit, c'est pas si important que ça. OK, terminons avec Bloomer, qui est le premier. Lui, c'est lui qui va, c'est pas Me qui va inventer le mot interactionniste symbolique, même si c'est ce qu'il décrit
c'est clairement de l'interactionnisme symbolique, mais c'est Bloomer qui va inventer ça. Herbert Bloomer, qui va inventer ça dans les années 60, si je me souviens bien. Monsieur-là, qui a l'air bien rigolo, bien relax, il dit il y a 3 principes. C'est super important, parce que là, ces 3 principes-là, ça va déterminer ce que les autres théories vont dire plus tard. Donc, apprenez ça bien comme il faut. Premier, c'est les principes qui résument ce que j'ai dit à date, c'est pas du nouveau. Les humains agissent en fonction de leur perception de la réalité, mais pas de la réalité. Évidemment, à quelque part, il va falloir se poser la question, est-ce que c'est une théorie complète, ça? On agit en fonction de notre perception de la réalité. Mais si moi, ma perception de la réalité, c'est que il y a beaucoup d'emplois et c'est facile de trouver une job. Et là, je commence à chercher. Puis, en fin de compte, quelqu'un regarderait ça de l'extérieur et dirait, ben non, il n'y a pas de job. Pour des personnes comme toi, il n'y en a pas. Est-ce que ma perception de la réalité va l'emporter? Puis, je vais m'en trouver une pareille. Et non. Ben, peut-être éventuellement. Mais il n'y a pas plus de job pour moi que pour l'autre. Le job, ça fait partie comme d'une externalité sur laquelle je n'ai pas de contrôle. Puis même si moi j'ai des belles lunettes roses, puis je pense que tout va bien, ben si ça va pas bien, ben ça va mal aller. Okay? Donc, il faut dire les êtres humains agissent en fonction de leur perception, puis des symboles, puis de la façon dont ils comprennent la réalité. Mais il doit manquer un ingrédient quelque part. Et il me semble que quelque part, des fois, on se frotte au mur. On arrive, puis là, la pièce est terminée, c'est le mur. Puis moi, ma perception, même si c'est pas ça, le mur il est là quand même. Donc, il manque comme un petit quelque chose. Deuxième chose, cette perception-là, la façon dont je l'interprète, la réalité, c'est le résultat de mes interactions passées. J'ai appris à reconnaître l'univers autour de moi de cette façon. Bon, donc, il y a des bonnes chances qu'en apprenant ça, je l'ai appris d'une façon qui est relativement conforme, avec certaines choses super importantes dans la réalité, genre le mur qui est là. Où il y a-t-il d'emploi ou il n'y en a pas. Parce que j'ai justement été en interaction avec d'autres gens qui ont aussi essayé de trouver de la job. Comment ça se fait que moi, d'un coup, je pensais que je suis un génie qui crée sur une job, alors que tous mes amis n'en ont pas. Okay, donc, la perception qui est complètement à l'envers de la réalité, c'est quand même assez rare, puisqu'il y a plein d'autres gens qui se sont frottés à cette réalité-là, puis avec qui j'ai interagi. Okay? Donc, l'apprentissage, ne fait pas ça. La perception de la réalité, on ne l'apprend pas en l'apercevant. On l'apprend, on l'aperçoit cette réalité-là, pas juste avec nos yeux et nos oreilles, mais avec le filtre de notre cerveau qui a appris à la comprendre. Et dernière affaire, les êtres humains interprètent constamment tout comportement, y compris le leur, à l'aide de symboles. Donc, c'est des symboles, ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ce comportement-là veut dire? Comment est-ce que moi j'interprète ce comportement-là? Ben, c'est la réponse à cette question-là qui fait que moi j'agis. J'agis en fonction de ce que j'ai vu l'autre faire. Puis après ça, lui, ben, il va agir en fonction de ce qu'il vient juste de me voir faire. Etc., etc., etc. Et tout le monde continue de se déployer comme ça autour de nous. Ça, c'est l'interactionnisme symbolique. Et ça va donner lieu à un paquet de théories qui s'en viennent, dont l'étiquetage, évidemment, qui est le sujet du podcast. Donc, je vais vous laisser aller écouter ça. Fascinant, très intéressant, et beaucoup plus criminaux. Tandis que ça ici, ce n'est pas des gens qui parlent beaucoup de criminologie à date, mais quand vous allez tomber dans le podcast, là, vous allez voir des théories qui sont définitivement là pour expliquer pourquoi les jeunes commettent des actes de délinquance. Donc sur ça, on se laisse, puis on se revoit probablement dans une autre vidéo plus tard.